Et comme chaque jeudi, c'est le moment d'ouvrir la page de notre chronique santé avec Yasmine El Karouni. Bonjour Yasmine, comment allez-vous? Pape. Bien, merci. Bien. Alors, comme on a pu déjà le couvrir tout au long de ce mois d'octobre, c'est Octobre Rose et la thématique santé par excellence. Pourtant, il y a eu d'autres journées mondiales pour d'autres pour d'autres problèmes de santé, je veux dire. La grande problématique de ce mois, c'est le cancer du sein, les cancers féminins. Et donc, on a parlé des traitements récents la semaine dernière avec Dr Houssam Haddad, vous vous en rappelez. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à l'aspect et à l'impact psychologique des cancers féminins. Et justement, pour en parler, nous avons avec nous Dr Roqiya Benjeloun. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine. Merci d'être là. Merci de m'inviter. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Cheikh Khalifa à Casablanca. Oui. Et justement, le cancer est une maladie qui fait peur. Le mot cancer est un mot qui fait vraiment peur. Est-ce que l'impact psychologique des cancers féminins est différent de celui du cancer de façon générale? Alors, quand on examine de plus près les cancers, le cancer du sein va faire partie des cancers les plus pourvoyeurs de difficultés psychologiques et psychiatriques, le plus pourvoyeur de troubles anxieux et de dépression. Oui. D'accord. Pourquoi? Alors, ça peut être dû à plusieurs choses. Alors, il y a déjà le fait qu'un cancer du sein va déjà mettre la patiente dans une posture où elle va peut-être imaginer l'après-elle, envisager la mort. C'est un cancer qui peut impliquer des chirurgies qu'on peut considérer comme mutilantes, des traitements lourds. C'est un périple, c'est un voyage par lequel va passer la patiente. Et puis, ça touche à l'image du corps, à la féminité et au deuil qu'il faut faire de son corps d'avant et à l'acceptation de la vie d'après. Donc, pardon, l'autre cancer féminin, on va dire, qui touche aussi un organe féminin, c'est le cancer des ovaires, cancer de l'utérus aussi. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est visible que c'est plus lourd pour la femme? Est-ce que c'est parce que l'organe est visible que l'impact est plus important? Alors, il est clair que le fait que ce soit visible va rendre les choses plus compliquées, mais il faut se dire qu'aussi que les chirurgies mutilantes qui vont impacter les ovaires, l'utérus, vont être aussi mal vécues. Les hystérectomies peuvent être extrêmement mal vécues par les patientes, avoir un impact sur leur santé mentale, sur leur santé de couple, même si ça ne va pas avoir un impact direct, mais en tout cas, c'est vécu difficilement en général. Pape, une question? Aujourd'hui, quel type de troubles psychiatriques observez-vous chez les femmes atteintes de cancer en général? Alors, il y a un large éventail de troubles qui peuvent aller de perturbations mineures et transitoires, des perturbations du sommeil, des perturbations de l'appétit, un état de stress qui peut suivre l'annonce diagnostique, qui est une étape importante. Et puis, on peut avoir des troubles un petit peu plus sévères, des états dépressifs qui peuvent s'installer chez certaines patientes plus que d'autres. Alors justement, est-ce qu'il y a des facteurs déterminants à cet impact psychologique du cancer sur la femme? Oui, en effet, si on prend l'éventail des troubles anxieux et dépressifs, certaines patientes vont être plus à risque, plus fragiles, notamment les patientes avec déjà des antécédents psychologiques ou psychiatriques. Les patientes jeunes. Dans les études, on voit que les patientes les plus jeunes avec cancer du sein vont avoir des répercussions psychologiques plus fréquentes et plus sévères. Et aussi les patientes seules, divorcées, veuves ou célibataires. D'accord. Est-ce que l'annonce est aussi un moment décisif de l'acceptation ou non de la maladie? Oui, l'annonce est un moment crucial. D'ailleurs, les collègues gynécologues, mais surtout oncologues, donnent une importance extrêmement... c'est un moment crucial et il faut absolument faire en sorte que cette annonce se passe le mieux possible. Il y a des manières de faire et les collègues oncologues sont formés pour ça. Si une annonce ne se fait pas correctement, on peut avoir des états de stress, parfois des troubles de stress post-traumatique post-annonce et ça va conditionner le début du process et le début du périple. Donc, mieux une annonce sera faite, plus on met les chances du côté de la patiente pour que par la suite les choses se passent bien. En tout cas, aussi bien que possible. Parfois, la patiente l'apprend notamment en récupérant ses analyses, sa mammographie. Oui. C'est malheureux, c'est totalement inadéquat. Oui. Alors, on peut comprendre parfois l'anxiété des patientes qui vont un petit peu pressuriser. Et il faut que les équipes soient professionnelles de façon à laisser un moment qui soit organisé, bien mené, selon des étapes précises, parce que c'est extrêmement crucial. D'où la puissance, c'est important de parler de pouvoir des mots pour
permettre aujourd'hui à la patiente de vaincre le cancer. Aujourd'hui, vous êtes psychiatre. Est-ce qu'il vous arrive de faire appel à des psychologues pour annoncer la nouvelle ou bien pour accompagner la patiente dans la prise en charge? Alors, travaillant dans un hôpital général, l'hôpital Cheikh Khalifa est un hôpital multispécialité. Et étant universitaire, je travaille avec mes collègues oncologues, radiothérapeutes, et on est amené à prendre effectivement en charge des patients en commun, moi-même, les collègues onco et radiothérapeutes, et également la psychologue de l'hôpital. Et il est vrai que parfois, il peut y avoir des situations initialement critiques qui se passent très très bien par la suite. C'est-à-dire que... Grâce à la prise en charge? Oui, c'est-à-dire qu'on est sur un travail d'équipe et on part du principe qu'il peut y avoir des difficultés, mais ça va être des difficultés qu'on doit aborder comme étant limitées dans le temps. Ici et maintenant, c'est difficile, mais par la suite, ça va aller. Donc ici et maintenant, la patiente a du mal, mais on va tout faire pour qu'elle puisse passer ce cap-là. Et ça se passe bien en général. Au moment de l'annonce, vous êtes là aussi en tant que spécialiste? Pas forcément. Non. On laisse les spécialistes d'organes et principalement les oncologues faire l'annonce. Alors, ils connaissent leurs patientes et ils savent quand adresser en post-annonce immédiat ou en post-annonce différée. Et puis, il ne s'agit pas non plus d'aller plus vite que la musique des dames, des patientes, qui parfois peuvent nécessiter un petit peu de temps avant de dire bah oui, finalement, j'aimerais bien parler de ça à un psychologue ou à un psychiatre. Lorsque les patientes sont en couple, et justement, c'est une question que Pape avait posée la semaine dernière au docteur Hussam Haddad, par rapport à justement l'importance de l'accompagnement du conjoint, est-ce que dans cette prise en charge, quand la patiente va mal, est-ce que c'est important aussi de prendre toute la cellule familiale ensemble en charge? Ou bien, quand la patiente va mal, si elle va mieux psychologiquement, bah, toute la cellule ira mieux? Alors, c'est sûr qu'il va y avoir un effet, on va dire, un ricochet quand la patiente va bien, sa petite famille va mieux, y compris le conjoint. Maintenant, dans des situations délicates où on sent que la patiente est très fragile psychologiquement et on sent que le conjoint est désemparé, très souvent on a face à nous des maris qui ne savent pas quoi faire, qui ont peur d'être maladroits, qui ont peur de blesser leur épouse. Donc avec l'autorisation de la patiente, on les voit à deux, on voit les conjoints à part qui eux aussi vont être parfois en souffrance, qui vont avoir des questions, ils ne vont pas avoir autant de place que leurs épouses pour pouvoir en parler. Et très souvent, les patientes sont preneuses. Et ça crée un espace bienveillant, médicalisé, balisé, pour que les patientes, leurs conjoints, les couples puissent dire à quel point, à ce moment précis, ça peut être difficile. Et qu'est-ce que vous leur dites concrètement ? Alors, c'est vraiment au cas par cas, c'est-à-dire que notre approche et notre abord va être taillé sur mesure en fonction des difficultés qui vont être très propres à chaque patiente, à chaque histoire. Il faut se dire que, je parlais tout à l'heure de périple, il y a parfois des étapes de ce périple qui vont être plus ou moins difficilement vécues par telle ou telle patiente. J'ai en souvenir une patiente, je ne sais pas si elle me regarde, je lui fais un gros bisou, elle se reconnaîtra, qui a qui a vécu plutôt bien la chimiothérapie, mais qui a été très en difficulté avec la radiothérapie. Ça a été très compliqué, alors que toute l'équipe était à lui dire « Oh, ça va aller, maintenant que la chimio est passée, la radiothérapie va être beaucoup moins compliquée. » Et tout l'inverse s'est passé. Et donc, elle était fatiguée, en colère, elle en avait marre. Et son conjoint ne savait pas trop comment gérer cette situation. Donc, on a pu en parler à trois avec moi et donc ce couple. Et puis, par la suite, les choses ont décanté. Il s'agissait surtout de lui offrir un espace où elle pouvait dire ça va pas. Parce que très souvent, nos patientes sont en mode guerrière. Ça va aller, je vais tout faire pour que ça aille, je vais tout faire pour que mes enfants ne ressentent pas ce qui se passe, mon conjoint, on est un peu en mode Wonder Woman. Et on est là à leur glisser à l'oreille qu'elles peuvent aussi, à un moment donné, se laisser dire c'est dur, j'en peux plus, j'en ai marre. Par rapport à ça, justement, vous faites très très bien de souligner ce point parce que même dans les médias, et je peux vous faire une confidence, c'est-à-dire que même nous, dans les médias, on a tendance à voir souvent des profils, des portraits de femmes guerrières, battantes, qui arrivent à dépasser cette maladie qui est une maladie chronique aujourd'hui, c'est-à-dire de vivre avec, de continuer, d'avoir des projets de vie. C'est bien de montrer ces modèles, c'est bien de montrer qu'on peut aller de l'avant, mais il ne faut pas non plus envahir et étouffer les femmes qui sont encore dans ce processus de construction d'elles-mêmes avec la maladie. Ah oui, parce que ce qu'on montre, c'est une partie du process, mais même les guerrières, très guerrières, passent par des moments où elles sont désemparées, dans le doute, anxieuses et pas bien. Et c'est vrai que je pense qu'on gagnerait à parler du fait que
c'est pas grave, it's okay to be not okay. C'est-à-dire, on va passer par des moments qui vont être plus difficiles et ça n'enlève rien à notre motivation ou à notre hargne ou notre rage de nous en sortir. C'est ça, ne pas avoir. Alors, est-ce que médicaliser, il faut parfois donner des médicaments à ces femmes qui vont mal? Ça arrive, on s'adapte aux besoins des patientes. On peut médicaliser, j'ai envie de dire gentiment, c'est-à-dire accompagner une insomnie transitoire, un état anxieux embêtant. C'est des patientes c'est des guerrières, il faut qu'elles se reposent, le repos du guerrier, pour pouvoir se battre le lendemain. En dormant bien. Voilà, donc le sommeil est important. Et puis, comme on en parlait tout à l'heure, quand on a des états dépressifs qui sont là, qui sont installés, eh bien, il faut traiter adéquatement par un traitement adapté, des antidépresseurs si nécessaire. Docteur Roukaya Benjeloun, psychiatre à l'hôpital Cheikh Khalifa, merci infiniment d'avoir fait le déplacement depuis Casa. Merci à vous. On vous souhaite un bon retour. Merci. Merci beaucoup, docteur.